C'était au Palais Garnier que tout a basculé. Pas pour moi, bien sûr. Pour moi, c'était le point culminant d'une partition jouée depuis des années, une symphonie de patience et de précision. Pour Julien, en revanche, pour lui, ce fut la chute, la fin du spectacle qu'il s'était tant appliqué à orchestrer. Je me souviens de la scène comme si c'était hier. Non, pas exactement comme hier. Le temps, ça déforme les souvenirs, n'est-ce pas? Surtout quand chaque jour a été une mascarade. Mais ce soir-là, je le revois avec une clarté étrange, presque clinique. Les projecteurs qui s'étaient tamisés dans le grand hall, le murmure de la foule qui s'était tue. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le marbre antique. Puis ces pôles massives, sculptées comme des œuvres d'art, s'étaient ouvertes. Ce n'était pas un acteur qui entrait, ni même un chanteur d'opéra. C'était le duc de Normandie en personne, et l'atmosphère était devenue palpable, chargée de quelque chose d'ancien et de sacré. Mon cœur était-il serré? Je ne sais plus. L'adrénaline, sans doute. Ou peut-être cette fatigue profonde qui s'accumulait depuis si longtemps, ce poids de la duplicité. Quand j'avais vu Julien se gonfler le torse, son sourire de prédateur gravé sur son visage, prêt à se vendre au duc, j'avais ressenti une lassitude, une immense fatigue. Il était tellement prévisible, n'est-ce pas? Toujours la même rengaine de pouvoir et d'argent. Il ne voyait rien d'autre. Le duc s'était approché d'une démarche que je connaissais trop bien. J'avais appris à lire chaque mouvement, chaque intention. Ce n'était pas la déambulation protocolaire habituelle. Il cherchait. Je l'avais vu dans ses yeux. J'avais toujours su qu'il me trouverait. Quand il avait passé Julien comme s'il était un meuble invisible, le choc avait traversé la salle. Julien était resté là, la main tendue dans le vide, sa digne Sophie accrochée à son bras, les yeux écarquillés. C'était délicieux, je dois l'admettre. Un petit aperçu du chaos à venir. Puis, le duc s'était arrêté. En plein centre de la salle, il avait regardé vers l'ombre des grands piliers de marbre, là où je m'étais fondu, le corps encore enserré dans cette abominable robe rose fluo tachée de vin. « Commandante !» avait-il dit, et sa voix, d'habitude si contrôlée, résonnait d'un mélange de choc authentique et de chaleur. Le temps s'était suspendu, vous imaginez? La foule entière s'était retournée. Julien aussi, livide. Et puis, je suis sorti de l'ombre. La robe rose fluo, cette horreur. Julien l'avait choisie pour me ridiculiser, pour me faire paraître puérile, sans goût, une femme que personne ne prendrait au sérieux. Une simple erreur de casting pour le titan de la finance qu'il prétendait être. Je revois encore le rictus de Sophie, ses yeux de biche emplis d'une fausse pitié quand elle m'avait comparé à un ballon de fête. C'est vrai que la couleur était criarde, absurde au milieu des soies et des velours feutrés du Palais Garnier. Mais cette robe, c'était aussi mon uniforme pour cette mission, mon déguisement final. Et la tache de vin rouge, étalée juste au-dessus du cœur, ce n'était pas un accident. Julien l'avait fait, avec ce sourire froid, cette cruauté si ordinaire. Je m'étais avancé, le dos droit, le menton haut, la Marie effacée, la femme de Julien, celle qui brodait et lisait des romans de guerre, était restée dans l'ombre. Elle n'était jamais vraiment là, de toute façon. Chaque pas résonnait. J'ai vu Julien se précipiter, l'œil injecté de sang, sa voix sifflante. « Marie, qu'est-ce que tu fais? Rentre! Elle est ivre. Officier, sortez cette femme! » Il avait tenté de me saisir le bras, comme il l'avait fait tant de fois. Sa main avait agrippé mon poignet. Mais cette fois-ci, il avait touché à l'imprudent. Le mouvement fut trop rapide pour que les gens le comprennent. Mon poignet avait pivoté, son coude s'était bloqué, mon pouce s'était enfoncé dans un point de pression précis de son avant-bras. Julien avait lâché un cri rauque, ses genoux s'étaient dérobés. Sa main, celle qui avait signé tant de chèques, tant d'ordres cruels, était devenue inerte. Il s'était écroulé. « Reste à terre, Julien », avais-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait traversé le silence glacé de la salle.
Et là, les 6 officiers de protection du duc des Colosses s'étaient mis en mouvement. Julien avait commencé à hurler qu'on l'agressait. Mais ils ne m'avaient pas arrêté. Ils avaient formé une ligne devant moi. Puis, dans un synchronisme parfait, leurs talons avaient claqué. Le son avait résonné comme un coup de feu. 6 mains s'étaient portées à 6 fronts. Ils m'avaient salué. Un salut militaire complet, réservé aux officiers supérieurs. Le sergent Martin, celui-là même que j'avais croisé à l'entrée, ce colosse avec ses yeux étonnamment doux, avait maintenu sa main à son front. Madame, périmètre sécurisé. L'épée est sur le pont. La salle avait haleté, une inspiration collective profonde de la part de l'élite française. J'avais fait un signe de tête à Martin. Repos, Martin. Les officiers avaient baissé les mains et s'étaient immédiatement tournés vers l'extérieur, formant un cercle protecteur autour de moi et du duc, repoussant Julien et sa digne Sophie dans la foule. Julien était à genoux, agrippant son bras engourdi, son esprit incapable de comprendre. Sa femme effacée, son œuvre de charité, la garde royale lui obéissait. Je revois ce moment et parfois je me dis, Marie, c'était complètement absurde, non? Je veux dire, toute cette histoire. Pendant des années, j'avais vécu dans l'ombre d'un homme qui se croyait le maître du monde, et moi, j'étais son humble faire-valoir, la potiche discrète, la femme de l'ombre qui ne bronchait jamais. Et d'un coup, en une fraction de seconde, le voile se déchire. La transformation est totale, publique, brutale. C'est comme un de ces films hollywoodiens, mais sans les effets spéciaux tape à l'œil, juste le froid réalisme de la vérité qui frappe en pleine face. Honnêtement, en maudissant cette robe rose fluo, je savais que j'allais me révéler. Mais la violence de la confrontation, le silence de Julien, l'humiliation absolue qu'il a dû ressentir, ça n'avait pas de prix. C'était calculé, bien sûr, mais il y avait aussi une part de moi, la femme derrière le masque, qui en avait eu tellement marre de l'entendre déblatérer, marre de ses petites cruautés, marre de cette vie artificielle. C'est fou, n'est-ce pas, la façon dont on peut se perdre dans un rôle? Pendant un instant, même moi, j'avais presque oublié qui j'étais vraiment. J'étais devenue cette Marie, celle qui tricotait et lisait des livres de seconde main. J'avais dû me rappeler ma mission, me rattacher à la réalité pour ne pas me noyer. Mais ce soir-là, plus besoin de masquer. Le spectacle était fini. Le duc s'était avancé, ignorant la tache sur ma robe. Il avait pris mes 2 mains dans les siennes, s'était incliné. Un geste qui allait bien au-delà du protocole, un signe d'intimité et de respect profond. « Marie, avait-il dit, la voix chargée d'émotion, on vous croyait morte. La faucheuse de Kaboul, on vous avait perdue il y a 5 ans. Il fallait que je disparaisse, monsieur, avais-je répondu, ma voix ferme, sans une once de faiblesse. La retraite ne me convenait pas, mais j'ai veillé. Le service n'est plus le même sans sa commandante, avait concédé le duc. Son regard s'était durci. Il avait jeté un coup d'œil à cette robe immonde, puis au Julien tremblant, qui essayait de se relever. « C'est lui ?» avait-il demandé, sa voix baissant d'un ton devenant dangereuse. « La couverture ?»« C'est Julian Sterling, avais-je dit, regardant celui qui avait été mon époux, avec un détachement plus cruel que la haine elle-même. Il a été utile, un tempin. Il a fourni une toile de fond très convaincante de médiocrité. » « Médiocrité ?» Julien avait bafouillé, enfin retrouvant sa voix. « Je suis un milliardaire, le PDG de Sterling Global. Marie, dis-lui qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? » Le duc l'avait regardé avec un mélange de dégoût et de pitié. « Monsieur Sterling, avait-il dit froidement, vous avez eu l'impression d'humilier votre femme. En réalité, vous hébergiez Dame Marie Pendragon, Dame commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur et ancienne directrice de la protection royale spécialisée. Elle m'a sauvé la vie 3 fois. Elle a sauvé la vie de ma grand-mère 2 fois. » Il avait fait une pause, laissant le poids de ses titres écraser Julien. « Vous avez versé du vin de seconde zone sur une femme qui a reçu des balles pour la France.
Je vous suggère de partir maintenant, avant que le sergent Martin ne se souvienne qu'il est actuellement en repos et ne décide de vous apprendre les bonnes manières. » Ah, Sophie, elle avait compris que le navire coulait. Elle avait tenté de se fondre dans la foule. « Pas vous, mademoiselle Moretti, » avais-je dit. Elle s'était figée. J'avais sorti mon téléphone noir biométrique de la poche de ma robe trempée. J'avais tapé l'écran une fois. Sur les écrans géants derrière la scène, destinés à montrer la présentation caritative, des documents avaient soudainement commencé à défiler. Puisque nous partageons des vérités, avais-je dit, ma voix amplifiée par le micro qu'un technicien paniqué m'avait tendu, examinons le portefeuille de M. Sterling. Ce n'étaient pas des relevés bancaires, c'étaient des virements bancaires. Julian Sterling n'a pas bâti son empire sur le génie, avais-je annoncé à la salle. Il l'a construit en blanchissant de l'argent pour des organisations criminelles via des sociétés écrans aux îles Caïmans. J'ai passé 5 ans à recueillir les preuves. J'avais juste besoin qu'il me mène dans la même pièce que le directeur du renseignement intérieur pour les lui remettre. J'avais désigné un homme aux cheveux gris au fond de la salle qui buvait du champagne en hochant lentement la tête. « L'extraction est complète », avais-je dit dans le micro. « Détruisez tout. » Julien avait regardé l'écran. Il avait regardé le duc. Il m'avait regardé. « Marie », avait-il gémi. J'avais souri. C'était le premier sourire authentique qu'il m'avait vu faire depuis des années. « Mon nom n'est pas Mary Sterling », avais-je dit. « Et vous êtes ruiné, Julien. » Le silence dans le palais Garnier avait volé en éclats. Pas par des applaudissements, mais par le bruit chaotique et terrifiant d'une vie démantelée en temps réel. Parfois, la nuit, quand le silence de l'appartement m'enveloppe, je repense à mon père. Il avait cette phrase qu'il répétait souvent, d'une voix rauque, les mains marquées par des années de travail à l'usine. « Fais attention à ce qui brille trop, ma petite. Souvent, ce n'est que de l'étain. » Il parlait des belles vitrines des magasins qu'on ne pouvait pas s'offrir, des promesses creuses de la publicité. Jeune, je croyais que c'était une leçon sur la frugalité, sur l'honnêteté. Mais en grandissant, en choisissant cette voie si particulière, j'avais compris que c'était bien plus profond. Le monde de Julien, avec son faste, ses diamants, ses yachts, tout cela brillait d'un éclat aveuglant, mais vide. C'était de l'étain. Et moi, j'avais dû faire semblant d'être fasciné par cet éclat factice, de me noyer dedans pour mieux voir la rouille là en dessous. Ce n'est pas facile de vivre dans un mensonge si brillant, de le rendre crédible chaque jour. Les officiers de la direction centrale de la police judiciaire étaient arrivés. Une escouade en tenue tactique, le logo de la DCPG bien visible. « Julian Sterling !» avait hurlé un officier, sa voix résonnant dans le système de sonorisation. « Sécurisez la cible !» Julien avait trébuché en arrière, bousculant Sophie. « Fais quelque chose !» lui avait-il crié. « Appelle mes avocats! Appelle le premier ministre !» Sophie, voyant les officiers armés envahir la salle, avait fait son calcul. Elle avait regardé Julien, en sueur et ruiné, puis moi, entouré par ce mur de gardes royaux, l'air d'une reine guerrière malgré cette robe rose indigne. « Je ne savais pas !» avait-elle hurlé, levant les mains, les larmes coulant instantanément sur son visage. « Je ne savais rien. Il m'a trompé. Je suis une victime ici. » Elle avait repoussé Julien. « Éloignez-vous de moi, criminel. » Julien l'avait regardé, abasourdi. « Sophie, ne... » Elle avait éclaté en sanglots, jouant son numéro devant la foule. Je l'avais observé, un détachement froid, clinique. Je m'étais avancé, les officiers s'écartant pour me laisser passer. Je m'étais arrêté à 1 mètre de Julien. « Les avocats ne répondront pas, Julien, » avais-je dit doucement, « parce que j'ai gelé leurs honoraires il y a 5 minutes. » Et le premier ministre? Il était actuellement informé que sa société de FinTech était en réalité un canal de cybervol nord-coréen. Vous êtes radioactif. Julien m'avait regardé, vraiment regardé. Pendant 5 ans, il avait vu une femme terne, grise, qui existait pour le servir.
Maintenant, il avait vu les lignes nettes de mon visage, l'intelligence brûlante dans mes yeux, la posture d'une femme qui avait traqué des hommes bien plus dangereux que lui. Pourquoi, avait-il murmuré, toute combativité le quittant? Pourquoi êtes-vous resté? Si vous étiez cette super espionne, pourquoi êtes-vous resté pendant 5 ans? Pourquoi m'avez-vous laissé vous traiter comme une moins que rien? Pourquoi ces cardigans, les insultes, l'ennui? J'avais incliné la tête. Parce que Julien, l'algorithme fantôme que vous utilisiez pour cacher votre argent, était bon. C'était un cryptage de qualité militaire. Le seul moyen de le percer était d'avoir un accès physique à vos données biométriques chaque jour pendant des années. J'avais besoin de vos scans rétiniens pendant que vous dormiez. J'avais besoin de vos empreintes sur vos verres à vin. Je devais cartographier vos modèles vocaux. Je m'étais rapproché, ma voix baissant jusqu'à un murmure que lui seul pouvait entendre. Je ne suis pas resté parce que j'étais faible. Je suis resté parce que je travaillais. Chaque fois que vous m'insultiez, chaque fois que vous m'ignoriez pour prendre un appel, vous me donniez l'accès dont j'avais besoin. Vous pensiez que j'étais votre prisonnière, mais vous n'étiez que ma mission. Les officiers de la DCPG les avaient atteints. Ils n'avaient pas demandé à Julien de venir tranquillement. Ils lui avaient écarté les jambes et l'avaient plaqué contre un pilier, lui menottant les mains derrière le dos. Julian Sterling, l'officier lui avait lu ses droits. Vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national. Trahison avait haleté Julien tandis qu'il le relevait. Terrorisme, ce n'était que de l'évasion fiscale. L'argent que vous avez déplacé a financé une cellule à Marseille, avais-je dit, ma voix glaciale. Nous les avons arrêtés, mais vous avez payé leur fourniture. Cela fait de vous un terroriste, Julien. Et dans ce pays, on enterre les terroristes sous la prison. Pendant qu'il l'entraînait, luttant et sanglotant, Julien avait jeté un dernier regard. Il avait vu le duc de Normandie placer sa veste de costume sombre sur mes épaules, couvrant la robe rose fluo. Il avait vu la salle entière des milliardaires s'incliner devant moi, non par politesse, mais par peur et respect. Il avait alors réalisé qu'il n'avait pas seulement perdu son argent. Il avait été dominé par un grand maître alors qu'il apprenait encore à déplacer les pions. Qu'auriez-vous fait à ma place si vous aviez attendu 5 ans pour ce moment? Je me souviens de Martin, le sergent, un colosse aux yeux vifs, toujours à l'affût, un pilier de force tranquille. Je l'avais sorti d'un convoi en feu à Kaboul il y a des années. Il n'avait jamais oublié. Il me disait souvent, avec son accent du Nord, que j'avais un 6e sens pour les ennuis. Mais ce soir-là, au Palais Garnier, c'était différent. Il était là, à la barrière de sécurité, son regard scannant la foule. Quand j'étais sorti de la limousine avec Julien et cette Sophie dans cette robe rose abominable, je savais qu'il m'avait vu. Son corps s'était raidi, sa main avait effleuré son oreillette. Il s'attendait à un signal, à un ordre direct. C'était la première fois qu'il me voyait dans ce déguisement. La femme de Julian Sterling. Je pouvais presque entendre le quoi de neuf, commandante, dans sa tête. Quand je lui avais fait ce mouvement subtil de ma main gauche, un tapotement rapide et sec sur ma cuisse, il avait compris. Ne bouge pas, tiens ta position. Son visage était resté impassible, mais un imperceptible hochement de tête avait suffi. Je savais qu'il allait tenir. Martin ne posait jamais de questions. Il exécutait. C'était un homme de devoir, comme moi. Il ne jugeait pas l'apparence, il voyait l'intention. Et il savait que derrière le fer rose et la robe absurde, il y avait toujours la même femme, celle qui prenait des décisions vitales. Pour lui, le costume n'avait jamais été l'homme, ou la femme. La cellule de la prison de la santé, c'était un contraste saisissant avec l'opulence du penthouse de la Défense. Les murs étaient en béton gris, les toilettes en acier inoxydable, et l'odeur, un mélange d'eau de Javel et de désespoir.
Julien y était depuis 48 heures. Il n'avait pas dormi. Son smoking hors de prix avait été remplacé par un survêtement gris, 2 tailles trop petits. L'ironie ne m'avait pas échappé. Il ressemblait maintenant à la version effacée de lui-même. La lourde porte d'acier avait vibré, puis s'était ouverte. Julien avait sursauté. « Mon avocat! C'est mon avocat? » Ce n'était pas lui. J'étais entré, je portais un tailleur bleu marine impeccable qui criait l'autorité gouvernementale. Mes cheveux n'étaient plus dans un chignon strict, ils tombaient librement en vagues brillantes. Je portais des talons aiguilles qui claquaient de façon inquiétante sur le béton. C'était moi, mais ce n'était plus Samari. Il n'y avait plus de douceur sur mon visage, plus d'hésitation. Je tenais un épais dossier et un gobelet de café à emporter. Je ne me suis pas assise, je me suis tenue près de la table métallique, le regard posé sur lui. « Confortable ?» avais-je demandé. « Marie, mon Dieu !» Julien s'était précipité vers moi, mais il s'était arrêté net quand j'avais levé un seul doigt. Le geste était si impérieux qu'il s'était figé instantanément. « C'est Dame Pendragon », l'avais-je corrigé. « Ou commandante, je répondrais à l'un ou l'autre, mais Marie Sterling n'existe plus. J'ai déposé les papiers d'annulation ce matin. Ce fut assez facile, étant donné que le mariage était techniquement une opération d'infiltration sanctionnée par la couronne. Il n'a jamais eu lieu légalement. » Julien s'était effondré sur le banc métallique. « Vous devez me sortir d'ici. Je peux arranger ça. J'ai de l'argent caché. Des comptes dont vous ignorez l'existence. Le coffre de Zurich. Les diamants à Singapour. » J'avais siroté mon café. Le coffre de Zurich contenait 3 millions en bons au porteur. Nous l'avons saisi hier à Zirnfesham. Les diamants de Singapour ont été récupérés par les autorités locales 1 heure plus tard. Vous n'avez plus rien, Julien. Vous devez actuellement 400 millions d'euros au gouvernement français pour des impôts impayés et des amendes. Julien s'était pris la tête entre les mains. « Sophie, est-ce qu'elle sait? » « Sophie Moretti est actuellement dans la cellule d'à côté, » avais-je dit, avec une pointe d'amusement dans la voix. « Elle chante comme un pinson. Elle nous a tout dit sur les pots de vin que vous avez versés aux autorités portuaires de Calais. Elle essaie de passer un accord. »« C'est une traîtresse !» avait hurlé Julien. « C'est une survivante !» avais-je haussé les épaules. « Comme moi, sauf que je suis meilleur. » J'avais jeté le dossier sur la table. Il avait glissé et heurté son bras. « Qu'est-ce que c'est ?» avait demandé Julien. « Un accord de plaidoyer, avais-je répondu. Julien l'avait ouvert. Ses yeux s'étaient écarquillés. « Emprisonnement à vie. C'est un accord? »« C'est mieux que l'alternative, avais-je dit, me penchant. Le cartel pour lequel vous blanchissiez de l'argent, les serpents. Ils ne sont pas contents que leurs comptes aient été gelés. Ils savent que vous êtes le maillon faible. Si vous allez en population générale, vous ne tiendrez pas une semaine. Quelqu'un vous égorgera sous la douche pour le prix d'un paquet de cigarettes. » Julien était devenu pâle. « Cet accord, avais-je tapoté le papier, vous place dans une aile de haute sécurité, en confinement solitaire, 23 heures par jour dans une boîte. Mais vous serez en vie. Vous serez en sécurité. Vous voulez que je pourrisse dans une boîte pour le reste de ma vie? » avait murmuré Julien. « Après tout ça, Marie, je vous ai aimé à ma manière. Je vous ai aimé. » Mon expression s'était enfin fissurée. Un éclair de colère authentique avait percé le masque professionnel. « Non, vous ne m'avez pas aimé, avais-je dit sèchement. Vous aimiez avoir un animal de compagnie. Vous aimiez avoir quelqu'un à rabaisser quand vous vous sentiez petit. Vous aimiez le pouvoir. Vous m'avez humilié en public, Julien. Vous m'avez fait me sentir petite pour que vous puissiez vous sentir grand. Savez-vous à quel point il est difficile de faire semblant d'être faible quand on sait qu'on pourrait tuer un homme à main nue? » Je m'étais penché sur la table, mon visage à quelques centimètres du sien. « Je suis resté là pendant 5 ans. Je vous ai écouté mâcher votre nourriture. Je vous ai écouté ronfler. J'ai écouté vos insultes mesquines et cruelles. Et je l'ai fait pour la République. Je l'ai fait.
Mais n'osez pas insulter mon intelligence en me disant que vous m'avez aimé. Je m'étais redressé, lissant ma veste. Signez le papier, Julien, ou tentez votre chance avec les serpents. Cela ne fait aucune différence pour moi. Je ne fais que boucler les dernières formalités. Julien avait regardé le papier. Il avait regardé la femme qu'il avait sous-estimée. Il avait réalisé que la cage dans laquelle il pensait m'avoir mise était en fait un poste d'observation camouflé que je m'étais construit. Il avait pris le stylo d'une main tremblante. « Qu'est-ce qui va vous arriver maintenant ?» avait-il demandé, sa voix creuse. « Vous redevenez une espionne ?» J'avais souri. C'était un sourire terrifiant. Je n'ai jamais été juste une espionne, Julien. Je suis celle qui les forme. Et demain, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous? Julien avait cligné des yeux. Avec qui? Avec le duc, avais-je dit en me dirigeant vers la porte. Il a besoin d'un nouveau chef de la sécurité, et il semble apprécier une femme en uniforme. J'avais frappé à la porte d'acier. Garde, c'est terminé ici. Attendez, avait crié Julien alors que la porte s'ouvrait. Marie, qu'est-ce qui était réel? Y avait-il quelque chose de réel? Les nuits où nous regardions des films, le dîner d'anniversaire à Paris, tout ça c'était réel? Je m'étais arrêté dans l'embrasure de la porte. Les lumières dures de la prison nimbaient ma silhouette. Le voyage à Paris était réel, avais-je dit pensivement. La crème brûlée était excellente, et j'ai vraiment apprécié le livre que je lisais quand vous m'avez versé du vin dessus. À part ça, j'avais jeté un dernier regard sur lui. Julian Sterling n'a jamais existé. Ce n'était qu'un costume que vous portiez. Et maintenant, le spectacle est terminé. La lourde porte s'était refermée avec une finalité qui avait résonné dans l'âme de Julien. Il était seul dans le silence, avec seulement un stylo et une confession pour lui tenir compagnie. 365 jours. C'était le temps qui s'était écoulé depuis que le verre de champagne s'était brisé sur le sol du Palais Garnier. Pour le reste du monde, le Gala Rouge n'était qu'un titre sensationnel qui s'était estompé dans les archives des potins Internet. Pour Paris, c'était une mise en garde sur la vigilance. Mais derrière les hauts murs de la prison de Fleury-Mérogis, le temps ne volait pas. Il traînait, lourd et suffocant comme une couverture de laine mouillée. Julian Sterling, jadis le titan de la FinTech, l'homme qui prétendait posséder l'horizon, n'était plus qu'un numéro dans le système, détenu 32. Il était assis sur le bord de sa couchette, fixant la peinture grise écaillée du mur de sa cellule. L'homme qui s'hydratait avec des crèmes importées avait maintenant la peau blafarde et grise, privé de soleil. Ses cheveux, autrefois une crinière épaisse et gominée d'arrogance, s'amincissaient rapidement, révélant le crâne d'un homme vieilli par le stress et la ruine totale. Son affectation était à la bibliothèque de la prison, une ironie cruelle que l'univers lui avait concoctée. Il passait 6 heures par jour à organiser des thrillers de poche et des dictionnaires juridiques aux pages cornées. Lui qui déplaçait des milliards d'euros d'une seule touche de clavier n'était plus chargé que d'aligner des dos de livres sur une étagère métallique. « Mouvement Sterling !» avait aboyé un gardien en tapant sur les barreaux avec sa matraque. « Salle commune 1 heure !» Julien s'était traîné. Il gardait la tête basse, à Fleury surnommé affectueusement le manoir des monstres. Le contact visuel était une monnaie qu'il ne pouvait pas se permettre de dépenser. Il avait trouvé un coin dans la salle de loisirs bondée et odorante. Un groupe de détenus était réuni autour de la petite télévision boulonnée, sifflant et encourageant. « Monte le son, tu veux ?» avait crié un détenu costaud avec un tatouage de toile d'araignée sur le cou. « C'est la fête nationale, le défilé commence !» Julien avait levé les yeux, son regard las. L'écran était granuleux, mais l'image était reconnaissable. C'était un direct depuis la place de la Concorde, au cœur de Paris. Le soleil tapait sur la marée de drapeaux tricolores. Le commentaire était haletant, décrivant le faste et la circonstance de la procession officielle. « Et voici l'apparition au balcon !» La voix du présentateur avait crépité à travers les minuscules haut-parleurs. Son Altesse royale le duc de Normandie, accompagné de...
La caméra avait zoomé sur le balcon du palais de l'Élysée. Le rugissement de la foule à la télévision était assourdissant, mais Julien n'avait pas regardé la monarchie. Son regard était magnétisé par la silhouette qui se tenait juste derrière l'épaule droite du duc, partiellement dans l'ombre d'un pilier de pierre, mais indéniablement présente. Elle ne portait plus les cardigans gris et effacés du passé. Elle ne portait plus le désastre rose fluo qu'il lui avait imposé. Dame Marie Pendragon était vêtue de l'uniforme de cérémonie complet de la protection royale spécialisée. La tunique noire était taillée à la perfection, épousant une silhouette forte et inflexible. Des galons dorés captaient la lumière du soleil, scintillant sur sa poitrine. Une épée de cérémonie pendait à sa hanche, et ses cheveux sombres étaient relevés sous un képi d'officier. Elle ne ressemblait plus à un fantôme. Elle ressemblait à une divinité. « Mon gars, regarde-moi ça! » L'autre détenu avec le tatouage avait sifflé doucement. « À côté du duc! Quelle femme d'acier, hein? C'est la dame d'acier, n'est-ce pas? Celle qui a démantelé la cellule terroriste à Marseille le mois dernier. »« Ouais, » avait confirmé un autre détenu se penchant en avant. « J'ai entendu des histoires à son sujet. On dit qu'elle a mené une infiltration de 5 ans alors qu'elle était mariée à un banquier civil. Elle a vécu avec le type, mangé sa nourriture, dormi dans son lit, tout en bâtissant un dossier pour l'enterrer. » Julien avait senti le sang lui quitter le visage. Il s'était recroquevillé plus profondément dans son survêtement gris trop grand. Imagine un peu ça. Le premier détenu avait ri en secouant la tête. Être marié à une femme comme ça, une vraie âme, et la traiter comme de la merde. J'ai lu les journaux. Le mari était un vrai goujat. Il la trompait avec une bimbo en plastique. Vous imaginez la stupidité? Vous avez une lionne à la maison et vous allez chercher un chat errant. Je parie qu'il se morde les doigts maintenant, avait ricané le deuxième homme. S'il n'est pas déjà mort, Julien n'avait rien dit. Il avait fixé l'écran, regardant Marie se pencher pour chuchoter quelque chose au duc. Le duc s'était tourné, son masque royal s'effaçant pour un sourire authentique et chaleureux. Il avait posé une main sur le bras de Marie, un geste de confiance et de camaraderie profonde. C'était un regard que Julien n'avait jamais reçu, pas une seule fois en 5 ans de mariage. Il avait alors réalisé, avec un poids écrasant qui lui avait presque fait plier les genoux, qu'il n'avait pas seulement perdu sa fortune. Il avait vécu avec une légende, et il avait été trop aveuglé par son propre reflet pour la voir. 5 kilomètres plus loin, dans une banlieue grise du sud de Paris, l'atmosphère était beaucoup moins stérile, mais tout aussi sombre. Sophie Moretti essuyait le comptoir du café Le Petit Noir. Le chiffon était gris, l'eau était tiède, et l'odeur de grains brûlés s'accrochait à ses cheveux comme une seconde peau. Son accord avec le parquet national financier l'avait tenu hors de cellule, mais il l'avait dépouillé de tout le reste. Son père, le magnat du transport maritime, l'avait publiquement renié pour sauver le cours de ses actions. Ses comptes étaient gelés. Ses amis mondains avaient bloqué son numéro. Maintenant, à 25 ans, elle travaillait au salaire minimum, vivant dans une chambre de bonne plus petite que l'ancien dressing de Julien. « Mademoiselle !» avait claqué une cliente en claquant des doigts devant le visage de Sophie. « J'ai dit lait d'avoine, ceci est du demi-écrémé. Vous êtes sourde ou juste stupide? » Sophie avait tressailli, sa main tremblant alors qu'elle reprenait la tasse. « Je suis désolé, je vais le refaire. »« Vous feriez mieux, » avait soufflé la femme, reportant son attention sur son téléphone. Sophie s'était tournée vers la machine à expresso, la vapeur sifflant violemment. Au-dessus du broyeur, une petite télévision diffusait la même émission que celle que regardait Julien. Sophie s'était figée lorsque la caméra avait balayé le balcon du palais de l'Élysée. Elle avait vu l'éclair des galons dorés. Elle avait vu le visage stoïque et magnifique de la femme qu'elle avait jadis moquée. Elle s'était souvenue du gala. Elle s'était souvenue d'avoir ricané derrière sa main, appelant Marie un ballon, se sentant si supérieure dans sa robe de diamants liquides. Maintenant, Marie se tenait à la droite du futur chef de l'État, respecté par des millions,
salué par des généraux. Et Sophie? Sophie se faisait engueuler pour un latte à 3 €. Les larmes lui avaient piqué les yeux, brûlantes et cinglantes. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était la réalisation humiliante de sa propre petitesse. Elle avait misé sur l'éclat, le bruit, l'argent. Elle n'avait pas compris que le vrai pouvoir ne criait pas, il attend. « Mademoiselle, mon café !» avait crié la cliente. « J'arrive » avait murmuré Sophie, la voix cassée. Elle s'était essuyé les yeux du revers de la main, inclinant la tête dans une servitude qu'elle avait crue autrefois inférieure à elle. Bien au-dessus de la ville, le rugissement du défilé aérien avait fait trembler les fenêtres du palais de l'Élysée. La cérémonie touchait à sa fin. La foule commençait à se disperser, laissant une mer de confettis tricolores sur la place. J'avais traversé le grand couloir, les talons de mes bottes polis claquant rythmiquement sur le marbre. L'adrénaline de la journée s'estompait, remplacée par le bourdonnement froid et régulier du devoir accompli. « Dame Marie !» avait appelé une voix. Je m'étais retourné pour voir le duc de Normandie s'approcher. Il avait retiré son lourd grand cordon de la Légion d'honneur, ressemblant plus à un homme qu'à un monument. « Monsieur !» avais-je fait un signe de tête, me mettant au garde à vous, bien que mon expression fût douce. « Le périmètre a tenu parfaitement, » avait dit le duc, se mettant à mon pas. « La place Beauvau chante déjà vos louanges, mais je voulais vous parler de l'avenir. » Il s'était arrêté devant une grande fenêtre donnant sur les jardins du palais. « Il y a un siège qui se libère au Conseil de défense et de sécurité nationale. Conseiller à la sécurité nationale. Cela signifierait raccrocher l'uniforme de terrain. Moins de courses dans les bâtiments en feu, plus de dîners stratégiques. Je pense que vous êtes la seule à pouvoir occuper ce poste. » J'avais regardé par la fenêtre. J'avais vu l'horizon de Paris, la tour Eiffel ou la tour Sterling de Julien aurait dû être, son empire effondré. « Je sers la République, monsieur, » avais-je dit doucement, « mais j'apprécie le terrain. » « Vous en avez fait assez pour 2 vies, Marie, » avait dit le duc avec douceur. « Prenez le siège. De plus, les dîners servent de meilleurs vins que le dernier auquel vous avez assisté. » J'avais ri, un son riche et authentique qui m'avait semblé étrange après des années de silence forcé. « Je suppose que je peux gérer le vin, monsieur, tant que je peux choisir la robe cette fois. »« Je n'oserais pas suggérer le contraire, » avait souri le duc. « Je vous laisse à vos pensées. » Il s'était éloigné, me laissant dans la grandeur tranquille du couloir. J'avais fouillé la poche profonde de ma tunique, mes doigts effleurant un petit morceau de plastique dentelé. Je l'avais sorti. C'était une étiquette de pressing. Costume Julian Sterling, bleu marine. Je l'avais gardé dans ma poche pendant 1 an, un talisman, un rappel de la patience qu'il fallait pour attraper un loup. Un rappel de la femme que j'avais prétendu être, la femme que Julien avait essayé d'écraser. J'avais regardé l'étiquette, puis mon reflet dans la vitre. La cicatrice sur ma joue, celle de Kaboul, était visible à la lumière. La femme effacée était morte. La guerrière était restée. « Adieu, Julien », avais-je murmuré dans le silence. J'avais laissé tomber l'étiquette en plastique dans une poubelle près de la fenêtre. Elle avait voltigé, atterrissant parmi des emplois du temps déchirés et des emballages, déchets parmi les déchets. Je n'avais pas regardé en arrière. J'avais ajusté mon képi, vérifié la position de mon épée et tourné sur mes talons. J'avais marché le long du long couloir doré, sortant de l'ombre de mon passé et entrant dans la lumière aveuglante de mon avenir. Le jeu était terminé et la dame de pique avait remporté toutes les mains. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, que j'ai perdu une partie de moi en chemin, probablement les 2. C'est la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait. On avance avec les cicatrices, les victoires et les doutes qui ne nous quittent jamais vraiment. Mais au moins, c'est ma vie entièrement la mienne cette fois.